une silhouette se dresse au sommet des Carpates. Il ne dort jamais vraiment. Il traverse les siècles, les modes, les guerres, les peurs modernes. Ce n'est pas qu'un monstre, c'est un mythe vivant, une obsession, une projection de nos désirs et de nos cauchemars. Il a 1000 visages mais un seul nom. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de Dracula. Le Dracula moderne prend ses origines dans des récits bien plus anciens. Bien avant la notion du mot vampire, au XVIIIe siècle, des créatures buveuses de sang ou dévoreuses de chair peuplent déjà les mythes des civilisations les plus anciennes. Chez les Celtes, on raconte l'existence de revenants, assoiffés de vie, tandis que, bien plus au nord, dans les folklores slaves, on craint des esprits maléfiques qui se nourrissent du sang des vivants. En Grèce antique, les lamies étaient déjà décrites comme des dévoreuses de chair ou de sang. Ces récits, profondément enracinés dans les campagnes, répondent à un besoin très concret, un besoin naturel chez l'humain. Expliquer l'inexpliqué. Quand un corps semble étrangement bien conservé dans une tombe, quand une épidémie frappe soudainement un village, ou quand certains individus développent une fascination morbide pour le sang animal ou humain. L'explication naturelle est le surnaturel. Ces mythes fonctionnent comme des cadres d'interprétation, des tentatives d'explication rationnelle dans un monde encore dominé par l'incompréhension des phénomènes biologiques et médicaux. Avec la diffusion du christianisme en Europe, la figure du monstre buveur de sang se charge de significations religieuses et morales. Celui qui sera plus tard appelé le vampire devient non seulement un mort-vivant, mais aussi une incarnation du mal et du démoniaque. La soif de sang est assimilée à une souillure, à une corruption, de la vie que seul Dieu est censé pouvoir donner et reprendre. Les textes médiévaux de démonologie, comme le Maleus Maleficarum, associent déjà le vampirisme aux pratiques hérétiques et à la sorcellerie. La valeur symbolique que porte le sang dans les textes de l'Église est travestie. Il ne coule plus pour sauver l'homme, mais plutôt pour le tuer ou l'asservir au malin. Dans ce contexte, le vampirisme est perçu comme un pacte avec le diable, une menace spirituelle autant que physique, qui justifie des rituels de protection tels que la croix, l'eau bénite ou les exorcismes. Ces derniers incarnent aujourd'hui encore, dans notre imaginaire, les némésis classiques du vampire. L'histoire elle-même produit ces vampires. Souvent des figures de cruauté extrême, ils illustrent les croyances et inspirent les mythes. Le plus célèbre reste Vlad III, dit Tépès, l'Empaleur. Prince de Valachie du XVe siècle, il est historiquement un personnage extrêmement complexe et souvent diffamé. Il reste dans l'histoire pour son goût, pour la mise en scène de supplices sanglants, notamment celui du Pal. On peut également penser à Elisabeth Báthory, aristocrate hongroise accusée d'avoir torturé et tué des centaines de jeunes filles, la légende racontant même qu'elle se baignait dans leur sang pour conserver sa jeunesse. Avant elle déjà, la figure de Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, ayant été condamné pour avoir enlevé, violé et tué 140 enfants, incarnait le mythe de l'aristocrate perverti par le diable et devenu une incarnation d'un démon sanguinaire. Ces récits, souvent exagérés ou instrumentalisés par les ennemis politiques de ces personnages, ont néanmoins contribué à ancrer le vampirisme dans l'imaginaire européen. C'est au XVIIIe siècle que le mot vampire apparaît véritablement en Europe occidentale, notamment à travers des récits d'Europe de l'Est relayés par la presse. Des chroniques font état de morts qui se lèvent de leur tombe en Serbie ou en Hongrie, semant la peur dans les campagnes et suscitant même des enquêtes officielles comme celle diligentée par l'empereur Charles VI dans les années 1730. La circulation de ces récits dans les gazettes européennes nourrit une véritable mode du vampirisme. À la même époque, des auteurs s'emparent de ce thème pour faire un motif littéraire. John Polidori publie The Vampire en 1819, première véritable œuvre de fiction moderne mettant en scène un aristocrate vampire, puis vient Varney the Vampire en 1847 et Carmilla en 1872, où apparaît déjà le thème du vampire séducteur et féminin. Ces proto-vampires ouvrent la voie à Bram Stoker, qui donnera à la créature son visage le plus célèbre. Bram Stoker, originaire de Dublin, malade durant son enfance, développe très tôt une fascination pour la mort, la superstition et les récits fantastiques que lui raconte sa mère. Devenu adulte, il s'installe à Londres, où il devient l'administrateur du Lyceum Theatre. Stoker s'inscrit aussi dans un univers intellectuel urbain, imprégné des débats de la science, de la médecine, de la psychologie. Sa double identité entre folklore irlandais et modernité londonienne alimente directement la création de son vampire. Ces tensions se manifestent aussi dans les rues de Londres. Une dizaine d'années plus tôt, en 1888, la ville a été secouée par les crimes de Jack l'Éventreur, dont les meurtres sordides dans le quartier de Whitechapel ont nourri
à un climat d'insécurité et une fascination morbide, largement relayée et alimentée par la presse. L'idée d'un prédateur nocturne, insatiable, frappant dans l'ombre et s'attaquant aux femmes, résonne fortement dans le personnage de Dracula. Comme Jack, le vampire est à la fois invisible et omniprésent, une menace qui hante l'imaginaire collectif. Le roman de Stoker s'inscrit pleinement dans une société qui se découvre vulnérable malgré sa puissance. Dans une fin de 19e siècle, où le roman s'impose comme le genre littéraire dominant en Europe, le roman gothique, inauguré au XVIIIe siècle avec le château d'Otrante de Walpole et sublimé par le Frankenstein de Mary Shelley, connaît un regain d'intérêt. En parallèle, les lecteurs se passionnent pour les feuilletons, les récits sensationnels et le fantastique, qui brouillent les frontières entre réel et surnaturel. Stoker exploite pleinement cette atmosphère. Il compose un récit polyphonique, sous forme de journaux intimes, de lettres et de télégrammes, qui empruntent autant au roman d'aventure qu'au roman policier. En synthétisant ces traditions, Dracula s'inscrit dans l'histoire littéraire comme un jalon essentiel, une œuvre hybride, populaire et moderne, qui scelle la figure du vampire comme un mythe littéraire universel. Maintenant que nous avons vu le contexte global, posons-nous la seule bonne question. Mais qui est ce Dracula? C'est un aristocrate issu d'une lignée guerrière, inspiré directement de la figure réelle de Vlad Tepes. Ce choix n'est pas anodin. En lui donnant un nom, une origine noble, l'auteur l'ancre dans l'histoire et lui confère une légitimité inquiétante. Dracula n'est pas un monstre sans passé. Il porte en lui les traces d'une Europe médiévale sanglante, marquée par les guerres, la cruauté et les superstitions. Son château, perché dans les Carpates, devient le symbole d'un monde ancien, à la fois fascinant et menaçant, qui semble résister à la modernité. Si Dracula vient du passé, il n'est pas figé. Stoker lui confère une intelligence stratégique, calculatrice, et une capacité d'adaptation impressionnante. Il voyage en bateau, utilise les trains, lit les journaux en anglais, et sait manipuler les codes sociaux londoniens. Cette dimension moderne distingue Dracula des vampires folkloriques. C'est un prédateur qui sait évoluer avec son temps, infiltrer les villes et profiter des progrès techniques pour étendre son emprise. Dans le roman, le contraste est saisissant. D'un côté, les héros incarnent la rationalité scientifique, l'électricité, la médecine moderne. De l'autre, Dracula personnifie un surnaturel antique qui se glisse malgré tout dans le présent. Contrairement aux figures monstrueuses du folklore, Dracula possède une aura de séduction. Il fascine ses victimes avant de les dévorer. Cette dimension érotique est centrale. Il pénètre l'intimité et franchit les tabous, transforme ses proies, notamment féminines, en créatures sensuelles et libérées. Dans le contexte victorien où la sexualité est fortement réprimée, cette figure trouble est à la fois effrayante et fascinante. Dracula devient le symbole du désir interdit. Il est dangereux mais irrésistible. C'est là l'un des plus grands apports de Stoker. Avoir donné au vampire une dimension érotique et psychologique qui dépasse le simple rôle de monstre. Dracula n'est pas seulement un individu, il est une allégorie. Aux yeux des lecteurs de l'époque, il fait écho à toutes les angoisses de la fin du XIXe siècle. L'invasion des étrangers, notamment venus de l'Est, la menace des maladies qui se propagent de manière invisible, la remise en cause des valeurs religieuses face aux découvertes scientifiques, mais aussi la peur d'une féminité qui s'émancipe. Ces victimes féminines, transformées à leur tour en vampires, deviennent indépendantes, désirantes, presque dominatrices. Un cauchemar pour l'ordre patriarcal victorien. En ce sens, Dracula n'est pas seulement un ennemi individuel, il symbolise le chaos qui menace une société en quête de stabilité. En donnant un nom, une histoire et une psychologie aux vampires, Stoker transforme une créature du folklore en véritable personnage littéraire. Dracula n'est pas interchangeable, il a une identité unique, une voix, une présence qui dépasse son rôle de menace. C'est cette profondeur qui le distingue de ses prédécesseurs littéraires. Stoker invente non seulement un monstre, mais surtout un mythe moderne, capable de se régénérer à chaque génération. Au-delà de ce que représente son personnage individuel, Dracula marque une véritable rupture, car il ne se contente pas de reprendre le folklore. Au contraire, il le synthétise et le codifie en une mythologie claire et universelle. Là où les légendes donnaient des versions contradictoires, Stoker impose des règles devenues désormais canoniques. La morsure au cou, l'immortalité, la répulsion par la croix ou la lumière, les modes de transmission du vampirisme. Ces codes restent aujourd'hui les fondations de presque toutes les représentations du vampire. Au-delà de cette codification, Stoker introduit une dimension érotique et psychologique inédite. Le vampire n'est pas seulement une bête, mais un prédateur séduisant, qui trouble autant qu'il effraie. Dans une société obsédée par la morale, Dracula devient une figure de transgression, un miroir des désirs refoulés. Enfin,
Le roman propose une mise en scène moderne du fantastique, construit comme une enquête polyphonique, à partir d'assemblages de journaux, de lettres, d'articles de presse. Il brouille la frontière entre fiction et réalité. Le vampire n'est plus une superstition du passé, il entre dans le présent du lecteur. Cette combinaison de règles, séduction troublante et modernité narrative, fait de Dracula une figure immédiatement exportable, capable de traverser les époques et les cultures. L'un des plus grands génies de Stoker est justement d'avoir créé un personnage à la fois précis et malléable. Précis car Dracula a des traits très distinctifs, très reconnaissables. Il doit être aristocrate, buveur de sang, vivre la nuit, venir de l'Est, mais il est tout aussi malléable, car derrière ces caractéristiques se cache une symbolique universelle. Dracula peut représenter la peur de l'envahisseur, mais il peut tout aussi bien devenir un romantique tragique, un anti-héros marginal, ou même une caricature humoristique. Chaque génération a trouvé dans le conte une figure qui reflète ses propres obsessions. Du cinéma muet au blockbuster, de la littérature à la mode, Dracula est devenu plus qu'un personnage. C'est un symbole mouvant, toujours actuel. Le mythe de Dracula dépasse largement les pages du roman de Bram Stoker. Dès les années 1920, il commence à imprégner l'ensemble de la culture populaire. Dans le cinéma, en 1922, Nosferatu impose l'image d'un vampire spectral. Silhouette décharnée, doigts crochus, ombre inquiétante. Ce vampire devient presque un fantôme, une incarnation de la mort et de la peste, reflétant les peurs invisibles qui traversent l'Europe après la Première Guerre mondiale. Mais l'influence de Dracula ne se limite pas à l'écran. La littérature s'en empare rapidement. Des romans gothiques classiques aux œuvres modernes, le vampire aristocratique et charismatique se transforme et se complexifie, devenant un personnage capable de séduire, de terrifier et de symboliser le désir interdit. Dans les arts visuels, Dracula inspire peintres et illustrateurs. Les affiches expressionnistes de Nosferatu deviennent emblématiques, et le symbolisme de la fin du XIXe siècle, avec ses figures mystérieuses, sensuelles et macabres, évoque le charme et le danger du vampire, tout en posant les bases de son esthétique iconique. La musique s'empare également de cette figure. Des compositions classiques évoquant l'horreur au métal, le vampire devient symbole de passion, de transgression et de mort. Le cinéma a largement poursuivi et enrichi cette évolution. En 1931, Hollywood présente en tête d'affiche Bela Lugosi, interprétant un Dracula devenu un aristocrate élégant, vêtu de sa célèbre cape. Au regard hypnotique et à l'accent exotique, cette image d'un vampire sophistiqué et séduisant s'ancre durablement dans l'imaginaire collectif. Dans les années 50 et 70, Hammer Films relance le mythe avec l'incroyable interprétation de Christopher Lee. Dracula devient alors plus charismatique, plus violent, plus sensuel. Les films sont graphiques, parfois choquants, reflétant une époque où l'horreur et la sexualité peuvent s'afficher pleinement. En 1992, Francis Ford Coppola retourne aux racines romanesques avec Bram Stoker's Dracula. Gary Oldman incarne alors un conte romantique, tragique, à la fois opulent et mélancolique, capable de séduire autant qu'il fascine. Plus récemment, dans les années 2000 et 2010, Dracula se décline pratiquement à l'infini. Dracula Untold le transforme en anti-héros sombre, Hotel Transylvania en personnage comique et attachant. Les séries Buffy, Castlevania, Dracula sur Netflix explorent sa complexité, à la fois mentor, ennemi, icône de la marginalité. Même la mode et le design s'inspirent de ce mythe. Cape noire, velours sombre, croix stylisée, maquillage blafard, tout l'imaginaire vampirique se matérialise dans un style. Le style gothique, reconnaissable et directement nourri par le roman de Stoker, ses adaptations cinématographiques et ses représentations dans les arts visuels. Dracula devient ainsi une source d'inspiration universelle, un logo esthétique traversant les arts, la littérature, la musique et la culture populaire, capable de se réinventer sans jamais perdre son aura. Ce qui rend Dracula si fascinant, c'est sa capacité à se métamorphoser, selon les peurs, les obsessions de chaque génération. Reprenons l'exemple des adaptations cinématographiques. Dans l'Entre-deux-guerres, avec Nosferatu, il incarne la mort invisible, la contagion, la peste, qui ronge l'Europe traumatisée par la guerre et la grippe espagnole. Dans les années 30, Bela Lugosi lui fait incarner l'étranger séduisant et inquiétant, un reflet des peurs de l'Amérique face à l'immigration et l'inconnu. Dans les années 60 et 70, Christopher Lee interprète Dracula, en monstre charismatique et sexuel, à une époque où la libération des mœurs et la permissivité grandissante se heurtent encore aux tabous sociaux. Dans les années 90, Coppola propose un Dracula plus mélancolique et romantique, un héros tragique
qui parle à une époque en quête de mythes révisités et de passions intenses. Aujourd'hui, dans les séries, les jeux vidéo, les films, il devient tour à tour adolescent, super-héros ou anti-héros. À chaque époque, Dracula reflète les angoisses, les désirs et les fantasmes collectifs. Il ne s'est en réalité jamais figé. Il est toujours un miroir de notre société. Si Dracula a survécu plus d'un siècle, c'est parce qu'il est devenu l'incarnation d'un mythe vivant et universel, qui s'insinue partout dans la culture contemporaine. Il est présent dans la littérature moderne, des romans d'horreur aux récits pour jeunes adultes, dans les blockbusters, dans les séries, dans les petites productions, mais aussi dans les jeux vidéo, comme Castlevania ou Vampire. On le retrouve dans la mode, la musique, la publicité, même dans les parodies. Preuve en est de sa puissance culturelle et de sa flexibilité symbolique. Mais plus que tout, Dracula reste un archétype métaphorique. Il peut incarner l'autre, la peur d'une contagion invisible, le désir interdit, l'immortalité ou la marginalité. Il est un personnage que l'on peut projeter sur n'importe quelle peur, sur n'importe quelle obsession de notre époque, du passé ou du futur. Tant que les sociétés auront des craintes et des désirs, tant que l'imaginaire collectif cherchera des figures pour les incarner, Dracula continuera de hanter notre culture. C'est ce mélange de permanence et de réinvention qui fait de lui une légende vivante, un mythe éternel. C'est pourquoi les échos du temps nous invitent à nous souvenir de l'œuvre de Stoker, car caché derrière sa cape, Dracula pourrait bientôt revenir nous hanter. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager et pourquoi pas à me proposer de futurs sujets que nous pourrions traiter ensemble. Moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Échos du Temps.